Bonjour et bienvenue à tous pour cette interview. Je reçois aujourd'hui Vincent De Wolf, le bourgmestre d'Etterbeek, mais aussi chef de groupe, bien sûr, des libéraux au Parlement bruxellois. Alors l'actualité du jour, Vincent De Wolf, c'est cette réunion de comité de concertation où on devait parler tunnel, RER. On pensait que région et fédérale, les communautés allaient parler d'une seule et même voix. Il faut aider les Bruxellois, cette mobilité difficile pour l'instant. Et on apprend qu'en fait, la réunion s'est très mal passée. Ça s'est vraiment crispé entre, d'un côté, le Premier ministre et la région flamande et la région bruxelloise. Est-ce que vous avez davantage d'informations là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette réunion? Écoutez, moi, d'après mes informations, très légitimement, le Premier ministre a voulu s'intéresser à la situation de Bruxelles, à l'image de Bruxelles, mais aussi à l'image du pays. Parce qu'enfin, une capitale qui finalement est dans une quasi-paralysie ou une paralysie possible liée à une fermeture d'infrastructures, un tunnel, deux tunnels, pendant des durées, 1 an ou plus, c'est inconcevable. Ça pose un problème de prévoyance, de précaution, d'entretien. On ne peut pas à la fois vouloir à Bruxelles gérer ces infrastructures, avant c'était le fédéral qui le faisait, vouloir être une région autonome et montrer une telle incompétence, une telle carence. Donc le Premier ministre voulait avoir un rapport, voir si l'État fédéral devait aider, en tout cas s'informer. Et puis, écoutez, c'est fou parce que le ministre-président est arrivé les mains dans les poches, sans dossier, sans notes, sans plan. Et il a fait un exposé qui simplement indique que des études sont en cours. Mais ça, c'est affligeant. Les études auraient dû être faites depuis très longtemps. Et ce qu'on demande maintenant au gouvernement, c'est un planning. C'est dire, est-ce qu'il faudra fermer le tunnel? Est-ce qu'on pourra le fermer pour une durée limitée? Ou est-ce qu'on va fermer de nuit, en travaillant de nuit et en On va y revenir, mais sur de cet jour. aspect-là, donc selon vos informations, ça ne s'est pas bien passé, et selon nos informations, ça s'est encore plus mal passé, parce que maintenant, Rudy Vervoort dénonce une manipulation du Premier ministre. Il dit que ces informations, notamment celles que vous nous donnez ici, eh bien, c'est de la manipulation, que ça ne s'est pas du tout passé comme cela. Moi, je vais rester calme, je ne vais pas crier maintenant durant cette interview, mais c'est intolérable ce genre d'attitude. Il faut quand même se rendre compte que le ministre-président bruxellois n'arrive pas à dialoguer avec le fédéral. Moi qui suis le chef de file de l'opposition libérale, le principal parti d'opposition à Bruxelles, je constate que chaque fois qu'on interpelle le gouvernement, les seules réponses qu'on a à Bruxelles, c'est la faute du fédéral. Enfin, on est dans un fédéralisme de coopération où il faudrait que les mesures prises par le fédéral en matière d'emploi, en matière de fiscalité, il y ait un rebond positif à Bruxelles. Au contraire, on lutte à Bruxelles contre ça. C'est toujours la faute du fédéral. Il n'arrive pas à dialoguer avec le fédéral. Ce n'est pas le cas des autres entités. On ne voit pas ça dans les autres entités. Donc, quand il dit qu'il y a manipulation, ce n'est pas crédible. Il est quand même normal que le gouvernement fédéral et les différentes entités qui étaient là s'intéressent à la mobilité à Bruxelles et aux problèmes actuels de cette infrastructure de tunnel, où il y a, à mon avis, mais ça on peut en parler, un défaut de prévoyance et de précaution de la région. Tout à fait, mais comment recoller les morceaux maintenant? Parce qu'on avait l'impression, tout le monde disait, Loreton Collings ici disait il faut travailler ensemble. On avait l'impression d'entendre ce message. Oui, donc sur certains sujets qui n'ont rien à voir, comme la neutralité des services publics, j'ai bien vu quand nous on a fait une avancée à cet égard que Loreton Collings est sorti en disant oui, les libéraux ont raison, il faut qu'on en parle au Parlement, il y a une volonté de le faire. Mais nous, on est favorables à ça. Je veux dire, les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais que les politiques s'entendent pour travailler dans l'intérêt du bonheur des citoyens, de l'avancée des citoyens, de l'emploi, de la mobilité, du logement, etc. Et les querelles entre politiques, ça n'intéresse personne. Mais ici, je vous assure, la querelle, elle vient de l'entité fédérée vers le fédéral et pas l'inverse. Alors parlons maintenant de la mobilité à Bruxelles et des premières décisions ou des premières non-décisions de ce gouvernement bruxellois. Vous parliez d'incurie dans le cadre de la gestion par le gouvernement bruxellois. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce terme qui est aussi très fort? C'est un terme très fort, mais qui est, je crois, très justifié. Je prends 2 exemples très précis. Si vous prenez les annales parlementaires de 2008, où M. Smet déjà était ministre des Travaux publics, vous vous souviendrez sans doute qu'il y a eu des accidents graves qui sont survenus, notamment en Suisse ou en France, tunnel du Mont-Blanc, le Saint-Gothard, des morts malheureusement, et donc des directives européennes qui sont sorties en 2004, si j'ai bonne mémoire, prescrivant des mesures de sécurité, d'entretien, de vérification de la stabilité des tunnels. Directives qui, comme telles, ne s'appliquent pas aux tunnels bruxellois parce que les cars et les camions ne passent pas dans les tunnels, c'est vrai. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'a dit M. Smet? Il a dit, moi,
je vais veiller à appliquer cette directive. Et je vais aller plus loin que la directive, parce que les tunnels, même de 300 mètres, on va les vérifier. Et dans la directive, on dit bien qu'il faut des études de vérification et d'entretien tous les ans, notamment pour la stabilité. Donc il a pris cet engagement, mais ça n'a pas pu être tenu. Si cet engagement avait été tenu, et si chaque année, véritablement, les voiles, donc le toit ou les murs des tunnels avaient été inspectés par des ingénieurs de Bruxelles Mobilité ou une firme privée avec un marché public pour la stabilité, on n'aurait pas découvert en un coup, suite à des chutes et à des fermetures, ces problèmes-là. Pour vous, on n'a rien fait pendant 10 ans. Écoutez, en tout cas, qu'on m'explique ce qu'on a fait. C'est pourquoi j'ai demandé à la fois qu'on entende au Parlement bruxellois le directeur de Bruxelles Mobilité. Nous avons signé avec Gaëtan Gondratsunov et Boris Diliez et moi-même une demande de commission spéciale. Je veux dire que, en plus, en 2009, il y a eu des travaux importants. On a enlevé les rails de tram 94. On a placé des quais. On a travaillé donc sur le toit du tunnel Stéphanie. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, on a vérifié la stabilité? Vraisemblablement non. Parce qu'à ce moment-là, on aurait vu déjà des structures de béton qui sont à ce point corrodées, ça ne se corrode pas en 1 an ou en 6 mois. Ça n'est pas vrai. Et en plus, je veux dire, c'est d'autant plus grave qu'il y a eu une plaque de béton qui est tombée, Léopold II, il y a déjà assez longtemps, qui aurait pu, heureusement ça n'a pas été le cas, blesser ou pire, tuer quelqu'un comme usager. Est-ce qu'alors il n'aurait pas fallu d'office, sans même y avoir pensé avant, ce qui était déjà une faute, demander une étude de l'ensemble des tunnels bruxellois au niveau de leur stabilité? Est-ce que ce n'était pas une évidence qui s'imposait à ce moment-là? Mais écoutez, parce que j'ai l'impression que personne n'y a pensé. D'abord, nous avons été actifs. Je veux dire, d'abord, il faut quand même savoir raison garder. Nous ne sommes pas, nous, comme parti d'opposition, le gestionnaire des infrastructures. Il ne faut quand même pas inverser la responsabilité. Je veux dire, si responsabilité il y a, nous, on n'est pas au gouvernement depuis 12 ans, donc en tout cas, nous, on n'en a pas. C'est pas pour ça qu'on doit rester inactif, c'est vrai, et on ne l'a pas été. Donc, on a interpellé à plusieurs reprises par rapport à ces problèmes de fermeture de tunnels. Il faut savoir que Stéphanie a été fermée, je crois, 98 fois de manière inopinée l'année dernière. Et ça n'a pas encore produit le fait que des études aient lieu. On pouvait aussi raisonnablement penser qu'il y a une gestion prévisionnelle à Bruxelles Mobilité et au gouvernement et que des études existaient. Et que donc un planning, puisqu'ils avaient indiqué qu'il y aurait une rénovation de Léopold II en 2018, on pouvait quand même raisonnablement penser que ça se basait sur une étude de stabilité qui aurait dû être faite. Que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas si elle existe. Alors, d'autant moins que je rappelle, et je suis très fâché par rapport à ça, même si je peux le dire en souriant, j'ai interpellé à plusieurs reprises et j'ai dénoncé Pascal Smet au niveau du métro en disant qu'il y a un manquement de 2 milliards pour faire les travaux de métro qui sont prévus, sur base d'une étude dont j'ai eu connaissance sans en avoir le document en main, et j'ai demandé que l'on dépose ce document au Parlement. Il l'a toujours refusé aujourd'hui, donc on ne vienne pas nous faire, nous, un reproche, parce qu'on n'aurait pas fait ceci ou cela, on ne documente même pas sur ce qui se fait ou ne se fait pas au gouvernement. Je reconnais que la presse non plus n'a pas ces documents. Voilà, nous sommes d'accord. Sur le RER, parce que le RER, on dit, bon, ça c'est un peu la faute du fédéral, ça n'avance pas. Quelle est votre demande dans la matière? Parce que là, vous pourriez jouer... Alors, pour le RER, soyons de bon compte. Hein, c'est un peu le monstre du Loch Ness, ce dossier. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Tous les partis ont été un petit peu au pouvoir dans ce domaine-là. Il faut bien savoir qu'au départ, ça a pris beaucoup de temps à cause de recours de communes, de recours de riverains, de recours de différentes entités qui ont été couronnés de succès devant le Conseil d'État, des permis qui ont été annulés. C'est encore le cas pour l'un des éléments en Wallonie aujourd'hui. Mais ce qu'il faut quand même savoir pour Bruxelles, c'est que la ministre Galland était la première à obtenir et à réussir à faire une offre suburbaine. Il y a un accord RER bruxellois 2003 qui prévoit une offre suburbaine qui permet donc aux Bruxellois ou aux nafteurs dans Bruxelles de prendre le train pour aller de Uccle-Calvoet à Etterbeek, à Schuman, etc. Mais ça, c'est vraiment intra-bruxellois. Mais c'est très important. Et ça ne concerne pas tout Bruxelles. Ah, mais si, ça concerne une grande partie de Bruxelles et c'est fort important parce qu'aujourd'hui, 60% de l'offre est faite. On a inauguré ensemble Germoire et Tour et Taxi. Le tunnel Schuman-Josaphat est en voie d'achèvement. Et donc, fin 2017, on aura 90% de l'offre suburbaine qui sera réalisée. Donc, on ne peut pas dire à cet égard que le fédéral ne fait pas son travail, bien au contraire.
Alors, passons à un autre sujet, parce qu'il n'y a pas que la mobilité dans l'actualité. Ce matin, hier, il y avait des conférences de bourgmestres où vous avez parlé notamment du code bruxellois de l'aménagement du territoire. Voilà. Et nous sommes tous très fâchés à cet égard, tout parti confondu. Alors, comme vous militez pour la simplification de Bruxelles, est-ce qu'on va simplifier ce code? Alors, donc, simplifier Bruxelles, c'est important, parce que ça touche la vie des citoyens. Donc, notre idée, c'est une personne née à Bruxelles, sa vie durant, elle va être confrontée à l'administration. Il faut qu'à tout moment, l'administration soit une amie pour le Bruxellois, soit là pour aider le Bruxellois. Un service public, c'est un service au public. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je prends l'exemple du COBAT. Imaginez que dans le COBAT, aujourd'hui, on vient demander aux communes demain de rendre un avis sur une demande de permis sans avoir entendu les personnes, sans que l'enquête publique n'ait eu lieu, sans que l'avis de la commission de concertation ait été donné. Pire encore, on supprime, on n'instaure pas, alors que ça avait été demandé par les communes, les permis simplifiés. Si vous voulez changer vos châssis, écoutez, c'est une petite question qui a intérêt à aller vite. Et donc, vous voulez changer une descente d'eau pluviale, vous voulez changer la couleur de votre façade, voilà des exemples. Nous, on voulait un permis simplifié, rapide, presque automatique à ce sujet-là. Ça n'a pas été instauré. Pire que ça, vous demandez un permis. Dans le délai, on ne vous répond pas, eh bien, ça veut dire que le silence vaudra refus et pas acceptation. Donc c'est comme si c'était de la faute de l'usager et pas de la faute de l'administration. Et si alors l'usager n'est pas averti au niveau juridique, il laisse passer un délai de 30 jours, terminé. Il ne peut plus faire de recours, il doit recommencer la procédure. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, les communes, on a marqué accord, et moi j'étais négociateur pour mon parti dans la sixième réforme de l'État, pour renvoyer plus de compétences d'urbanisme à la région, ce qui est cohérent. Mais la région est en panne, on en a parlé encore ce matin, et tous les bourgmestres de toutes les couleurs politiques ont dit qu'il faut parfois 9 mois, 1 an, rien que pour avoir un accusé de réception d'un dossier complet. Donc c'est tout à fait intolérable comme situation. Donc cette simplification est urgente en fait? Elle est urgente dans cette matière, mais dans les autres Dans aussi. d'autres, je parle du monde économique, je parle des citoyens, des indépendants, des entreprises. Notre idée, c'est que si par exemple vous devez, dans une administration, déposer des documents, un certificat de bonne vie et mœurs, un certificat de domicile, etc., eh bien il faut que les administrations régionales elles-mêmes se communiquent ça par leur propre intranet, de l'une à l'autre, et que par la suite, on ne vous demande pas chaque fois les mêmes documents qu'il faut payer, pour lesquels il faut faire la file. Ça prend du temps, c'est ridicule. On propose aussi, par exemple, le système Only One. Ça veut dire qu'on fait une démarche une fois et il ne faut pas la répéter. Que lorsqu'on augmente une réglementation, ce qui crée des difficultés pour les personnes, il y a une étude d'impact et que la région, en contrepartie, diminue la réglementation à due concurrence. Vincent de Wolf, on suivra ces débats avec intérêt au Parlement, ça intéresse beaucoup les Bruxellois. Merci d'être venu nous parler Merci pour ce midi. l'invitation. Et on se retrouve demain pour une autre interview.